Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis interne en hématologie clinique à Paris. Et je vais vous présenter donc les résultats de mon mémoire de DES et d'une partie de la communication orale que j'ai eu la chance de faire à la session d'actualité de la SFH grâce à l'AIH. Donc, en introduction, mon travail a porté sur les transformations aiguës de syndrome myéloprolifératif, néoplasie myéloproliférative, non BCR-ABL. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition extrêmement précise dans la littérature, contrairement à ce qu'on peut avoir pour les TA de LMC, où là, c'est extrêmement bien décrit. Quand on regarde les différentes études, globalement, il y a une espèce de consensus sur, on parle d'accélération, quand il y a plus de 10% de blast dans la moelle au myélogramme, et de leucémie aiguë myéloïde quand il y a plus de 20% de blast, sachant que évaluer les blasts dans une transformation aiguë de néoplasie myéloproliférative, en fait, c'est compliqué, parce que beaucoup de patients n'ont pas de myélogramme aspirable, et l'évaluation des blasts à la BOM n'est pas forcément si précise. Quoi qu'il en soit, on peut quand même finalement faire le diagnostic de transformation aiguë, même si ce n'est pas aussi rigoureux que ça peut l'être pour d'autres hémopathies. En ce qui concerne la fréquence des transformations aiguës, ça dépend évidemment du SMP initial. Le SMP se transformant le plus précocement et le plus fréquemment étant la myélofibrose primitive, comme on peut le voir sur cette diapositive qui a été publiée donc, par Barbu en 2018. En ce qui concerne le pronostic des transformations aiguës de SMP, globalement le pronostic est mauvais. Donc là on voit la courbe de survie que j'ai publiée dans le cadre de mon mémoire de DES, où j'avais repris l'ensemble des patients traités à Saint-Louis sur 10 ans pour une transformation aiguë de syndrome myéloprolifératif, et la survie médiane, quel que soit le traitement, était à peu près de 8 mois. Donc se pose maintenant la question de quelle est la prise en charge en première ligne. Donc premièrement, qu'est-ce qui peut être fait ? Quand on regarde la littérature, donc il y a mon mémoire de DES, mais évidemment d'autres études bien évidemment. Donc là j'ai fait une espèce de tableau synthétisant les options et les médianes de survie. Donc plusieurs options. La première option, chimiothérapie intensive. Plusieurs études dans la littérature qui sont citées dans ce tableau, avec des médianes de survie qui sont globalement les mêmes, 6-10 mois. Deuxième option, les hypométhylants, chez des patients qui sont souvent âgés. Et donc on se dit qu'on a envie un peu de traiter ces transformations en parallèle avec les LA secondaires au syndrome myélodysplasique, donc les hypométhylants. Deux études, l'étude de Thépo qui est une étude française, azacitidine, l'étude de Badar qui porte sur la décitabine. Médiane de survie identique, 8-10 mois. Après, troisième option, un peu plus novatrice, hypométhylant plus vénétoclax, toujours dans l'idée que peut-être ça marche bien dans les LAM secondaires au SMD, donc peut-être que ça pourrait marcher dans cette indication. Ça, c'est deux papiers en 2021, le papier de Massarova et le papier de Gangat, où finalement les survies sont les mêmes, 8-10 mois. Je vais revenir un petit peu sur le papier de Gangat dont on voit la figure à l'écran, parce qu'il a eu en plus, ils ont aussi repris tous les patients qui étaient traités dans leur centre pour les TA de SMP et ils ont comparé les différents traitements. Donc j'avais fait aussi mon mémoire de DES, mais moi je n'avais pas le bras Vidata Vénétoclax, donc je trouve beaucoup plus intéressant de vous présenter cette figure. Donc du coup, on va regarder cette courbe publiée par Gangat en 2021, donc qui reprend les patients traités dans son centre pour une TA de SMP. Donc on va d'abord regarder la courbe rouge à poids rouge, qui est la courbe des patients traités par chimiothérapie intensive. Donc c'est évidemment la courbe qui comporte le plus de malades puisqu'il y a le plus de recul. Et on voit donc une survie médiane de 8 mois, donc comme dans la littérature. À noter, plus de rémission complète dans ce bras, quasiment 60%. Et ça, c'est un point qui est vraiment important et je vais en reparler. Quand on regarde les autres courbes, donc hypométhylant seul, là c'est de la décitabine. Finalement une survie un peu moindre, 6 mois, mais c'est de la décitabine, on sait que ça fait un petit peu moins bien. Quand on regarde la courbe Vidasa Vénétoclax, 32 malades, ce qui est beaucoup en fait pour cette indication, et une médiane de survie exactement pareil, de 8 mois. Donc, le point quand même qu'il faut souligner, c'est que effectivement, tous les traitements de première ligne ont la même médiane de survie, mais à noter que quand même la chimiothérapie d'induction, et il semble que hypométhylant plus vénétoclax permettent d'avoir un taux de réponse complète plus important. Et ça, c'est important quand on parle de la greffe. Parce que ce qui a été très bien montré, c'est que quand on est greffé en rémission complète, la greffe marche mieux. Et donc quand on parle de la greffe dans les transformations aiguës de syndrome myéloprolifératif, il y a des études, des cohortes qui comprennent un petit nombre de patients et qui finalement donnent à peu près toutes les mêmes résultats. À peu près 30% de survie à 2 ans, en médiane d'OS à 2 ans. Évidemment, la vraie question, c'est de savoir est-ce que la greffe
apporte un bénéfice à ces patients. Puisque forcément, quand on regarde les patients, les cohortes de patients que de patients allogreffés, on prend des patients qui sont sélectionnés. C'est extrêmement prégnant dans cette pathologie, parce qu'en fait, pour être greffé, c'est un peu bête, mais pour être greffé, il faut être vivant. Et les délais de greffe dans cette pathologie, c'est 3-4 mois, comme toujours. Sauf que quand on a une médiane de survie à 6 mois, en fait, à 3 mois, il y a 25% des patients qui sont déjà morts. Donc forcément, quand on compare de manière traditionnelle la greffe avec la chimiothérapie ou avec quoi que ce soit, on avantage énormément la greffe. Et c'est pour ça que dans mon mémoire de DES, on a voulu reprendre l'accord des patients de Saint-Louis et poser spécifiquement cette question en utilisant un test statistique particulier qui s'appelle le test de Mantel-Bayard, qui avait été développé pour la transplantation pulmonaire dans les années 70, où en fait cette question se posait donc pour la transplantation pulmonaire. Et quand on reprend cette cohorte et qu'on fait ce test statistique, on voit la courbe que vous voyez là. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, on ne voit pas de bénéfice incroyable à la greffe, mais quand on se place à la fin, on voit que finalement, les patients non survivants, ils ont tous été greffés. Et donc, c'est compliqué de trancher. Et au final, c'est un petit peu la conclusion de la greffe dans la TA de SMP. C'est que finalement, si vous voulez que votre patient survive à long terme, être greffé, c'est plutôt mieux. Mais en même temps, statistiquement, on ne peut pas dire que ça soit une évidence majeure. Et donc juste en dessous, l'analyse multivariée qu'on avait réalisée dans le cadre de mon étude sur les facteurs pronostiques des TA de SMP et qui finalement en fait sont extrêmement simples. Le fait d'être en bon état général au moment du diagnostic, le fait d'atteindre une rémission complète au cours du suivi et un critère de traitement encore plus simple, en fait, le fait d'être traité. C'est-à-dire que les patients qui n'ont été traités que par soins de support, effectivement, eux, ont vraiment des survies extrêmement péjoratives. Et donc, en conclusion, lors de la session d'actualité de la SFH, on avait proposé cet algorithme de prise en charge des transformations aiguës des syndromes myéloprolifératifs qui était aussi fondé donc, sur la littérature et sur une présentation de l'EHA en 2021 et qui en fait résume un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que un patient au diagnostic, il faut caractériser sa maladie, ce n'est pas extrêmement novateur. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on pense que le patient est éligible à la greffe? S'il n'est pas éligible à la greffe, il n'y a aucun intérêt de lui faire la chimiothérapie d'induction parce qu'il aura la même survie, mais il n'aura pas les mêmes effets secondaires. Donc autant privilégier des traitements plus légers, entre guillemets, ou en tout cas plus ambulatoires. La place donc, du vénétoclax reste à démontrer, même si on a très envie de le faire. Les 2 articles de 2021 donnent très envie de le faire. Et donc pourquoi pas proposer Vidaza, puisqu'on est en France, Vidaza vénétoclax aux patients non éligibles. Et puis bien sûr, inclure les patients dans des essais, etc. Finalement, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'éviter que les patients se transforment, puisqu'une fois qu'ils se transforment, il y a peu de ressources thérapeutiques. Et d'où l'idée de mieux cibler les patients qui sont à risque de transformation quand ils ont une néoplasie myéloproliférative et surtout une myélofibrose primitive. Et donc, il y a de nombreux scores qui sont développés ces dernières années. Là, j'en ai cité quelques-uns sur cette diapositive, mais il y en a plein. Et pour essayer de ne pas rater le coche et de finalement ne pas se retrouver dans cette situation où la survie est quand même globalement mauvaise. Je vous remercie.